Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer de modèles de tricot et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations en art du fil. Merci beaucoup de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai trois petites choses à vous montrer cette fois-ci. Un nouveau modèle que je porte et deux en cours, dont un que vous connaissez déjà, mais que je ne vous avais pas montré depuis un petit moment, donc voilà. Un encours estival, un encours moins estival, donc on va commencer à faire doucement une transition, alors que aujourd'hui il ne fait pas forcément très beau, mais très chaud. Donc j'ai la fenêtre ouverte, et j'espère qu'il va pas y avoir trop de bruit, mais si vous entendez des petits oiseaux, j'espère que ce sera plutôt agréable. Le but, c'est de finir l'enregistrement avant que le chien du voisin ne se réveille et ne commence à hurler à la mort, ce qu'il fait toute la journée depuis des semaines. On est ravis. En fait, on n'arrive pas à voir où c'est exactement, donc c'est un petit peu pénible et triste, mais voilà, concentrons-nous sur les oiseaux et le tricot. Je vais commencer et vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, n'hésitez pas à regarder. Vous avez le timer, en fait, le temps qui indique où commence chaque projet. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons et les laines que j'utilise, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons sur Ravelry, Payhip et Lovecraft. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous remercier 1000 fois pour vos gentils mots sur mon dernier épisode, puisque c'était... que j'avais enregistré pour mon anniversaire en fait, et je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires, c'était adorable. Et voilà, on va commencer avec un tout nouveau modèle que je viens de publier sur toutes mes boutiques. Donc il s'agit d'un débardeur que vous avez pas mal vu, il me semble. Il s'agit du débardeur Uno. Alors je vous préviens tout de suite, il y a des plis, il y a des traces de... Ça c'est les traces de mon haut-dessous, bref, mais voilà, faites abstraction. Il s'agit d'un débardeur réversible. Voilà, donc c'est un modèle qui est tout simple. J'aime bien de temps en temps faire des modèles plutôt basiques et accessibles, puisqu'ils vont être plus simples pour moi à travailler et à grader, et du coup ça me permet de vous les proposer à un prix un petit peu plus accessible, et généralement ça se prête très très bien au modèle d'été. Donc le débardeur Uno, c'est un débardeur qui se tricote à plat en deux parties. Donc vous avez un côté qui est un col V, vous voyez, alors qui n'est pas un col V hyper bas, mais voilà, qui est là. Clavicules, on les voit pas, elles sont là. Voilà. Et un côté qui est un col rond. Voilà. Donc moi j'ai choisi de le faire bicolore, donc d'utiliser deux couleurs différentes. Vous pouvez faire une seule couleur si vous voulez, bien sûr. Vous pouvez faire deux fois le même côté si vous ne voulez que un col V des deux côtés ou que un col rond des deux côtés. Donc il est vraiment hyper modulable. Vous le voyez en bas, donc vous avez juste quelques rangs de points mousse qui se poursuivent ensuite sur la bordure. Et pour la couture, moi j'ai choisi de laisser une longue partie fendue, puisque ce débardeur, je vais surtout le porter par-dessus des petites robes ou des blouses comme ça. Donc voilà, j'aime bien un petit peu des fois le côté fondu, ne serait-ce que parce que ça permet d'accommoder ma morphologie en A avec les hanches assez prononcées. Mais voilà, en fait, vous tricotez chacune des parties et ensuite vous faites la couture ici. Donc qui est une couture qui est toute courte, qui est très simple, puisque vous avez une bordure en maille glissée ici en fait. Et donc vous faites un point, ce qui s'appelle le point de matelas, qui est un point de couture qui consiste à attraper des fils qu'on voit très très bien quand les mailles ont été glissées. Et vous avez dans le patron une vidéo tutoriel qui vous montre comment faire. Donc vous pouvez bien sûr coudre plus ou moins, coudre totalement si vous voulez, faire un plus petit bas fendu ou le laisser assez long comme moi. Voilà.
Au niveau du haut du corps et des emmanchures, donc elles sont formées par des diminutions simples des deux côtés. Et du côté de la manche ici, vous avez un jeu très simple de dentelle. En fait, c'est juste des jetés qui s'alternent comme ceci, vous voyez, en quinconce. Voilà. Voilà. Et ensuite, on joint les épaules à 3 aiguilles ici aussi. Et vous avez les bords qui sont en I-cord sur l'encolure et à côté de la dentelle. Donc, vous n'avez pas de mal à le relever. Voilà, la seule finition, c'est une fois que vous avez fait vos 2 parties, vous faites un rabat à 3 aiguilles sur les épaules et vous faites la petite couture ici. Et voilà. Donc, ça vous permet de faire un top bicolore comme moi. Et voilà. Donc c'est un patron qui est hyper facile à faire. Je reprends mon souffle. Qui est très modifiable. Il fait chaud, hein, donc on va commencer à être essoufflé rapidement pour les épisodes des prochains mois, mais il va falloir s'habituer. Voilà. Donc j'espère qu'il vous plaît. Je sais que pas mal de personnes l'avaient demandé quand j'étais en train de le tricoter. Je vais m'éloigner et changer de côté pour vous montrer l'autre face. Hop, pour vous montrer comment ça tombe. Et moi, c'est le côté que je préfère, donc c'est plutôt... je suis partie parce que juste le V, là, il tombe vraiment très bas. Et on va arrêter. Hein. Voilà. Et voilà, donc moi, c'est le côté que je préfère. Je préfère les cols ronds, vous le savez. Donc c'est une encolure qui est quand même assez dégagée, en fait, hein, qui commence sensiblement au même point que le col V. Voilà, donc comme je vous le dis, c'est interchangeable, vous faites bicolore, vous faites les 2 types de col, un seul type de col, voilà, quand le V est dans le dos, ce que ça donne. Et voilà. Le mien est assez court, vous le savez, comme souvent, je préfère faire des hauts courts pour accommoder ma morphologie, mais évidemment, vous le faites aussi long que ce que vous souhaitez. Et voilà. Donc, je l'ai tricoté dans une base. Si vous m'avez vu le tricoter, vous vous en doutez, ça a été une vraie découverte ce fil. C'est un fil que j'avais acheté en fait il y a assez longtemps, je pense que c'était même il y a 2 ans. Il s'agit de la Landlust Summerside. Donc on m'a appris ensuite, quelqu'un dans mes commentaires m'a dit que en fait Landlust c'est un magazine de déco, lifestyle, tout ça, allemand. Et ils ont une gamme, ils ont collaboré avec la marque Lana Grossa, Filati, je sais jamais trop pourquoi est-ce qu'il y a 2 mots à chaque fois pour cette marque, pour faire une gamme de fils à tricoter, dont la Landlust Summerside, qui est un mélange de coton et de soie, 50% coton, 50% soie, qui est un fil sport, fingering, plutôt sport, et donc l'échantillon est de 21 mailles pour 10 cm, donc ça peut passer avec certains fils fingering, mais généralement il faut mieux privilégier des fils sport. Donc c'est un fil que j'aime énormément, qui est très accessible en termes de prix, puisque ça change un peu en fonction du site où vous l'achetez, mais on tourne autour de 6-7 euros les pelotes de 50 grammes. Comme c'est un fil d'été, il vous en faut pas forcément beaucoup. Et il y a vraiment de très jolies couleurs, des couleurs très franches. Donc j'étais absolument ravie de découvrir ce fil parce qu'il est vraiment magnifique. Il est léger, alors que le coton a tendance parfois à être un petit peu dense et un petit peu lourd. Là, avec le mélange soie, on a un drapé, vous le voyez, qui est magnifique. Je suis vraiment désolée pour les plis, hein, mais j'ai pas eu le temps. Je tourne cet épisode un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu, donc j'ai pas eu le temps de bien lisser le haut, je suis désolée. Mais voilà, c'est un fil qui a énormément de drapé, qui est vraiment hyper léger, hyper agréable à porter, tout doux. Ça a un côté frais en fait quand vous le portez. Et ça a une légère brillance avec la soie. Et c'est vraiment très joli. J'ai vu dans les projets Ravelry des projets avec un petit peu plus de dentelle, parce que là c'est une dentelle qui est toute simple. Mais j'ai vu aussi que sur d'autres projets en dentelle, elle fonctionne très bien en dentelle, elle a une belle ouverture, c'est très joli. Donc c'est vraiment un fil que j'aime énormément et que je vous conseille d'essayer. De manière générale, si vous n'avez jamais tricoté de fils estivaux,
En fait, il y en a vraiment beaucoup de très différents. Donc, je vous conseille d'essayer de temps en temps un nouveau parce que il y a beaucoup de personnes qui aiment pas forcément le lin, qui aiment pas forcément le coton pur, comme c'est un peu mon cas. Ça dépend des cotons, mais généralement j'aime pas trop. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tencel aussi, voilà. En fait, il y a vraiment une variété très grande de fils estivaux, que ce soit en termes de matière pure ou en termes de mélange. Et du coup, voilà, il y a peut-être quelque part une chance que vous tombiez sur un fil qui vous plaise quand même. Donc il faut pas hésiter, c'est pas parce que vous aimez pas le lin que vous n'allez pas forcément aimer ça, parce que c'est un rendu très différent. C'est très agréable à tricoter, ça glisse avec la soie, ça n'a pas le côté un petit peu qui peut faire mal aux mains du lin. Voilà, c'est très différent en termes de comment dire, de praticité de tricot et de rendu. Donc voilà, faut pas hésiter à essayer plein de fils différents. Pour les laines d'hiver aussi, hein, c'est un peu la même chose, mais comme on a moins l'habitude de tricoter des fils dits estivaux, voilà, je voulais juste vous encourager à en essayer parce que les choses sont vraiment très différentes d'une fibre à l'autre, d'une méthode de filage à l'autre. Vous avez par exemple les fils chaînettes, qui sont des fils qui sont faits en fait en chaînette comme au crochet, c'est des tresses, et ça change complètement la structure du fil, et donc ça peut aussi être votre solution pour tricoter des modèles dans des fibres un petit peu plus légères, si c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer bien sûr. Mais voilà, donc le top Uno. Uno, c'est un paresseux, c'est un autre nom pour un paresseux. Ça me faisait rire de donner ce nom à un modèle qui est principalement en jersey, il me fallait un modèle en U parce que je voulais avoir l'alphabet complet pour mes modèles, et c'est maintenant le cas. Je pense que c'est bon, ou alors il me manque le Q. Mais je l'ai prévu déjà, donc en fait non, il faut que j'attende septembre je pense pour avoir l'alphabet complet. Mais on y est presque, nous avons 25 lettres sur 26 avec Uno. Et voilà, donc j'espère qu'il vous plaît. Il est, comme je vous l'ai dit, à un prix un petit peu plus bas que mes modèles de vêtements habituels. Donc j'en parle rarement, mais il me semble l'avoir déjà dit, j'ai un système de prix en fonction de la difficulté du modèle. Parce que pour moi, c'est logique qu'un patron qui me demande moins de travail coûte moins cher. Parce que tout simplement, un patron d'accessoires, de petits accessoires où il va y avoir pas de taille, pas de gradation, ça me prend beaucoup moins de temps qu'un modèle de vêtements. Un modèle de vêtements hyper complexe avec des motifs de dentelle à ajuster, etc. Ça me prend beaucoup plus de temps que ça, qui est principalement du jersey. Alors je suis quand même un petit peu énervée sur les encolures parce que je voulais vraiment que le V tombe à un certain endroit. Mais globalement le modèle est plus simple, et du coup c'est l'occasion pour moi de le mettre à la gamme de prix du dessous, puisque j'ai 3 gammes de prix, donc j'ai petits accessoires, moyens accessoires et vêtements, en fonction puisque ça correspond globalement à la difficulté, globalement. Hein. Après vient le moment où je décide de faire un châle hyper compliqué, et du coup ça ne marche plus, mais c'est pas grave, on est rigide, on reste dans son cadre. Et dans le cas de ces vêtements, en termes de travail, pour moi, ça a été l'équivalent d'un gros accessoire. Donc du coup, voilà, ça me permet d'avoir un patron de vêtements un peu plus accessible, et comme ça, ça vous permet d'avoir, si vous êtes débutant, en général ça va ensemble, puisque si vous voulez découvrir la façon dont je crée mes modèles, ou vous lancer dans le tricot de patron indépendant, c'est une voie d'entrée. Voilà, donc Uno, et vous avez comme d'habitude une petite réduction pour célébrer la sortie du patron, donc il est à moins 15% jusqu'à dimanche avec le code Uno, donc c'est UNAU. Voilà, et je vous remontre un petit peu ce que donne la dentelle.
Mais voilà, donc vous pouvez voir les versions de mes testeuses. Certaines personnes ont fait une version unie. Et du coup, si vous faites une version unie, vous pouvez rejoindre mon rond là. Hein. Voilà. Si jamais vous n'avez pas le côté bicolore et que vraiment vous êtes allergique à la couture, même si je vous promets, ce n'est rien d'insurmontable, vous pouvez rejoindre en rond une fois que vous avez fait la longueur avec laquelle vous voulez que ce soit fendu. Voilà. Certaines de mes testeuses ont fait 2 fois le col V, ou certaines ont fait le devant ou le dos plus long aussi. Voilà, c'est possible. Donc là, il y a plein de petites modifications à faire si vous le souhaitez, et je vous encourage à aller voir tout ça. Et voilà. Donc j'espère qu'Uno vous plaira. Petit modèle d'été. L'avant-dernier modèle de vêtements d'été pour cette année. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je vais passer à mes encours. Et je me rends compte que j'ai oublié le magazine, puisque je voulais vous remontrer mon top 4 quarters, donc 4 quarts. Ça veut pas dire, oui si, ça veut dire 4 quarts, ça me fait rire de l'appeler comme ça. C'est un modèle qui a été publié dans le Pom Pom, il me semble que c'est le Pom Pom de ce printemps. Oui, puisque c'est le 36, et que là le 37 va sortir. Donc c'est ce haut-là. Vous voyez qui est un haut qui se noue à la taille, qui utilise 4 couleurs, d'où le 4 quarts, et que je tricote en duo avec mon amie Annelise, puisque le modèle nous avait beaucoup plu à toutes les deux. Et donc je vous l'avais montré, il me semble, il y a quand même quelques épisodes où j'avais commencé. On n'avance pas hyper vite dessus, principalement parce que je suis hyper distraite, mais c'est bon, vous voyez pas. Je suis piquée par une guêpe, donc si jamais vous voyez ça, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Donc, on n'avance pas très vite, principalement parce que voilà, la distraction. Mais là, nous avons fini, puisqu'on s'attend à chaque étape en fait. On a fini tout un premier côté, puisqu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on tricote un côté, on relève des mailles en bas et on tricote le lien qui va être enroulé autour de la taille, et ensuite on fait pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai un côté, ça ne ressemble à rien, parce que je n'ai pas bloqué. Donc, le patron dit de bloquer au fur et à mesure, bon, hein, zut, je vais bloquer les deux parties séparément une fois qu'elles seront finies avant de les coudre ensemble. J'ai décidé que c'est comme ça que j'allais faire. Et donc j'essaie de le positionner. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un côté qui est fini avec la manche. Et en fait, ce sera cousu. Avec le bruit d'oiseau bizarre. On a des pieds très agressives. Ici. Hop, voilà. Je vais y arriver. Donc ce sera cousu ici, qui sera le côté là. Et là, devant ici, ce sera cousu pour aller avec l'autre moitié du devant. Donc c'est une construction qui est assez amusante. On ne comprend pas trop ce qui se passe quand on le fait. En fait, voilà. En fait, on commence ici. On monte juste ces mailles-là. Ici. Alors, regardez que le coloris corail. Voilà, on monte juste les mailles ici. Ensuite, on augmente les mailles ici sur le côté pour faire cette sorte de courbe. Ensuite, on fait quelques rangs raccourcis pour former une pince pour la poitrine. Ensuite, on tricote un petit peu tout droit pour faire la hauteur du devant. J'ai fait un peu plus long que ce que le patron disait, de 3 cm. Parce que sinon ça me paraissait vraiment très court, même pour moi. Ensuite, on commence à former le col V, que vous voyez ici. On monte des mailles de ce côté-là pour la manche. Et donc on forme le col V, on tricote ici tout droit, on passe de l'autre côté dans le dos. Et dans le dos, à un moment, on rabat les mailles de la manche, qui viendront se mettre comme ceci. Et on continue
le dos jusque en bas. Voilà. Ensuite, on vient relever les mailles ici. On fait aussi des rangs raccourcis pour que, je suppose, le nœud s'oriente plus facilement comme ça. Et ensuite, on tricote, hop, cette longue bande de jersey. Donc c'est du jersey avec une toute petite bordure en accord des deux côtés. Donc ça roulotte, hein, forcément. J'ai vu dans les projets Ravelry, les gens se plaignent beaucoup parce que ça roulotte. Bah oui, c'est du jersey. Après, c'est pas forcément très grave parce que quand ce sera noué, attaché comme ça, bon, ce sera pas forcément très grave. Voilà l'idée, en fait. J'ai vu aussi dans les projets Ravelry que les gens disaient que le nœud était un peu trop court. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le patron, c'est pas très clair, puisqu'on vous dit tricoter jusqu'à ce que le lien mesure X centimètres. Mais en fait, on ne sait pas si c'est du début, ou d'à partir du moment où on a fini les rangs raccourcis, ou à partir du moment où on a diminué pour avoir, parce que vous voyez là, vous avez plein de mailles, et ensuite vous diminuez pour avoir juste cette petite largeur sur et le chien qui commence. Hop. Pour avoir cette largeur pour faire le nœud. Et comme les gens sur les projets Ravelry disaient que ça avait tendance à être un petit peu trop court, je suis partie du principe qu'il fallait mesurer à partir de là pour que ce soit le plus long possible. Il me semble même que j'ai fini par le faire un peu plus long que ce qui était noté, et du coup, une fois que ce sera bloqué, je pense que ça ira, la longueur. Je verrai, parce que moi je veux vraiment faire le tour, hein, en fait. Voilà, parce que parfois les personnes peuvent juste le nouer sur le devant, mais du coup, en fait, avec le dos, le dos il va être... si je fais ça, le dos il va être très 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 court, en fait. Alors que si... Hop, c'est hyper confus avec mon truc fondu. Alors que si je fais ça, je réussirai à couvrir un peu le dos avec les nœuds, vous voyez. Voilà. Bref. Donc j'ai fait un côté. Et maintenant, on refait la même chose de l'autre côté. Donc j'ai commencé l'autre devant. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On monte des petites mailles ici, on augmente sur le côté, rang raccourci pour faire une pince sur la poitrine. Et là, j'ai commencé à faire les diminutions pour le col V devant. Et sur le prochain rang, je vais monter les mailles pour la manche. Voilà, c'est une construction où... voilà, il faut suivre vraiment pas à pas. Typiquement le genre d'exemple où vraiment ça ne sert à rien d'essayer de comprendre de façon abstraite les instructions. Ça, c'est une règle générale, hein. Souvent, je vois que les gens qui ont des problèmes de compréhension d'instructions, c'est parce que ils lisent les instructions et ils essaient de comprendre. Et de comprendre abstraitement ce qu'ils doivent faire, et ensuite ils veulent le reproduire eux-mêmes. C'est une façon de faire qui, je pense, est tirée beaucoup des magazines fil d'art, etc. Ou peut-être que si je donne un exemple, c'est plus clair. Par exemple, imaginez un raglan, d'accord, et on vous dirait augmenter tous les 2 rangs, 2 mailles par devant, 2 mailles par manche, 2 mailles par le dos, de part et d'autre des lignes de raglan. Voilà. Et vous comprenez ça et vous devez l'exécuter vous-même. Donc ça, c'est une façon d'écrire des instructions qui fonctionne, hein, qui fonctionne très bien, mais qui ne fonctionne pas très bien avec pas mal de modèles. En fait, à partir du moment où vous voulez, vous avez un motif, où vous voulez faire un placement particulier, un rythme de diminution particulière, ça devient très vite confus, en fait, parce que... Donc la phrase que je viens de dire, imaginez maintenant si je veux que les augmentations, s'il faut que les augmentations elles soient tous les 4 rangs, mais que c'est un col V, donc il faut qu'il y ait un rang sur 2 ici sur le col V aussi, mais c'est pas le même rythme que sur les manches, où il faut qu'il y ait un motif. Tout de suite on va se retrouver avec une instruction qui dit augmenter tous les 2 rangs sur les lignes de raglan, 2 mailles par devant, 2 mailles par manche, 2 mailles par dos, puis une fois
une fois tous les 4 ans sur le bord des devants, en début et en fin de rang avec une maille lisière, puis placer un motif, vous voyez, c'est incompréhensible. On arrive très vite à quelque chose qui est trop compliqué en fait, et qui porte confusion, et c'est un fait, et c'est juste une façon de penser différente, qui est pas assez, je trouve, mécanique pour permettre d'être universelle. Et globalement, la majorité des tricoteurs fonctionnent mieux avec des instructions mécaniques, qui n'empêchent pas ensuite de comprendre comment les choses fonctionnent. On peut avoir un petit mélange des deux, et c'est ce que j'essaie de faire. Ou on va vous dire, au lieu de vous dire vous augmentez 2 mailles par devant, 2 mailles par manche, machin bidule, on va vous dire vous tricotez jusqu'au marqueur augmentation. Vous passez le marqueur augmentation. Vous tricotez jusqu'au prochain marqueur augmentation. Voilà. On vous décrit ce qu'il faut faire. On vous explique pas le concept ou le rendu final, on vous décrit ce qu'il faut faire. Et ça permet de donner des instructions pour des choses beaucoup plus complexes, et vous avez juste à les suivre pas à pas. Et vous suivez juste ce que le patron vous dit, et vous exécutez ce que le patron vous dit. Et une fois que vous l'avez fait, généralement vous allez comprendre ce qui se passe, et là vous allez pouvoir un peu mieux conceptualiser de façon abstraite ce qu'on vous demande de faire. Mais voilà, souvent ça arrive très rarement, mais dans le cas où généralement ce sont des personnes qui sont plutôt habituées à l'autre façon de faire, en fait ça se voit très très bien que quand on me dit je comprends pas les instructions, c'est très très clair la façon dont la question est formulée, que la personne n'a même pas essayé de suivre les instructions en fait. Et voilà, donc c'est un conseil que je vous donne, c'est que avant de vous embrouiller et de stresser et de croire que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, juste essayez vraiment de suivre juste les instructions pas à pas, et ne réfléchissez pas. L'immense majorité des patrons ne vous demandent pas d'interpréter les choses, elles vous demandent juste de suivre ce qui est marqué, et si vous faites ce qui est marqué, vous allez comprendre ce qui se passe. Et c'est très 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 clair avec ce patron-là, puisque c'est impossible de vous décrire vous voyez ce que j'ai essayé de vous dire avec les différentes parties. C'est pas du tout expliqué dans le patron comme ça. On vous dit pas, la construction globale n'est pas expliquée. Et du coup, on a des instructions, on se dit, ok, là je monte ça, puis après j'augmente ça, c'est censé être le devant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je fais des rangs raccourcis comme ça? Mais en fait, c'est pas grave, il faut juste le faire, et une fois qu'on l'a fait, on voit les choses se former, et on comprend, et on finit par comprendre le concept, disons. Alors on peut faire un entre-deux, c'est-à-dire avoir un petit encart descriptif, puis les instructions pas à pas. C'est ce que j'essaie de faire dans la plupart de mes patrons, mais dans le cadre d'un magazine, c'est pas possible. Le patron, il fait déjà 6 pages. Après, le magazine, il est comac, c'est un peu pénible à imprimer. Mais sachant que aussi, parfois, avoir l'encart descriptif porte à confusion, parce que du coup, les gens pensent qu'on va pas leur expliquer comment faire les choses qui sont décrites, et du coup, c'est... Bon. Mais voilà, de manière générale, essayez de... si quelque chose vous paraît abstrait, essayez juste de l'exécuter, et voilà, 99% du temps, vous allez vous rendre compte que ça marche, et vous allez ensuite avoir le déclic. Un peu comme quand vous tricotez des chaussettes pour la première fois et qu'on comprend vraiment pas le principe, ça paraît vraiment bizarre, et c'est que ensuite qu'on comprend un peu pourquoi les différentes parties sont formées comme elles le sont. Mais voilà, donc la construction qui est amusante du coup, même si un peu obscure. J'espère que je vais réussir à parce que du coup il va falloir que je bloque un truc hyper long, et ça va être un peu difficile de trouver la place, mais on va y arriver. Et ensuite je ferai mes coutures à la fin. Mon deuxième côté sera, donc l'autre devant sera blanc, voilà, donc ce sera comme ça, et l'autre nœud sera rouge. Et
ce rouge qui est très très beau, c'est un très beau rouge. L'autre nœud sera rouge. Du coup, je ferai un peu attention en bloquant parce que je vais avoir un truc blanc et un truc rouge. Et donc, je pense que je vais les faire tremper dans 2 bassins d'eau séparés. Voilà. Le patron dit de faire un blocage vapeur, mais j'ai pas le... Peut-être un jour que je m'achèterai un truc exprès pour... vous savez, c'est un truc à main là qui fait de la vapeur en fait et qui permet de repasser un petit repassage d'appoint, et c'est aussi hyper pratique pour faire justement des blocages vapeur. Donc ça peut être un outil utile. Donc je verrai. Le fil que j'utilise, c'est la Katia Linen. Donc c'est un mélange coton et lin. 53% coton, 47% lin de Katia. Il est sympa. Je suis en train de tricoter pour un test qui est secret la Fonty Bohème, qui est aussi un mélange de coton-lin. Je préfère la Fonty. Je vais peut-être vous attraper une pelote pour vous montrer la différence. C'est surtout en termes de structure du fil que je trouve que la Fonty est plus sympa. La composition est vraiment quasi exactement la même. Et hop, voilà. Mais je trouve le Katia, je trouve que le Katia tire un peu plus vers le lin. Et le fil se dédouble un peu. Vous voyez, le fil est moins tordu et moins rond. Alors du coup, ça fait un tricot qui est très fluide, et je pense qu'en le bloquant, ça va s'adoucir et ça va être vraiment chouette. Mais le tissu est un peu plus irrégulier, comme c'est généralement le cas avec des fils en lin, chez moi en tout cas. Surtout que là, c'est tricoté avec un échantillon pas particulièrement dense. Ce sont tous les deux des fils sport, mais voilà, la Bohème, au contraire, elle a un fil qui paraît beaucoup plus rond, qui se tient beaucoup mieux, qui est léger aussi, mais qui fait un tissu plus dense. Donc c'est 2 fils très différents. Je pense que la Fonty se tient mieux. C'est plus approprié peut-être pour faire des motifs. Moi je l'utilise pour faire de la brioche là. Je peux vous montrer juste le rendu. Voilà, c'est de la brioche, c'est très joli, vous voyez. Et c'est tricoté assez dense, mais ça reste avec beaucoup de drapé. Le français. Mais voilà, je préfère la structure de la Bohème, même si les deux fils ont la même composition en termes de fil. Vous voyez juste la façon dont ils sont filés, ça change beaucoup. Celui-ci fait un peu plus rustique, alors c'est sympa aussi, mais c'est pas... Voilà. Je trouve que c'est plus approprié peut-être pour un top qui est tout en jersey, tout simple, du coup ça lui donne un petit peu plus de caractère. Mais si vous préférez les tricots plutôt plus lisses et plus propres, entre guillemets, la Fonty Bohème dans le mélange coton-lin est mieux, parce qu'elle a plus de coton. Elle a 65% coton, alors que là, il y a 53% coton. Donc là, le fait qu'il y ait plus de lin, ça donne un peu plus ce côté... le fil se tient moins bien, et ça fait un tricot un peu plus irrégulier. Mais c'est très sympa aussi, et la gamme de couleurs est vraiment chouette. Généralement, j'aime bien les fils de Katia, hein, j'en ai utilisé quelques-uns. J'en ai racheté d'autres pour faire d'autres tops d'été. Et je trouve qu'ils ont une belle gamme de fils d'été naturels. Tiens donc, je voulais... Est-ce qu'on refait le laïus, laine commerciale, laine teinte-main ou pas? Non. Il y a quelques temps, pour ceux peut-être qui débarquent, il y a quelques temps, dans un épisode, j'avais un petit peu parlé de cette... d'un a priori que il y avait une surdominance, qui est vrai, hein, c'est pas juste un a priori, hein, mais en termes d'image, des laines teinte-main, des laines indépendantes, des laines qui constituent quand même un certain budget. Et voilà, j'expliquais que en fait, c'est pas parce qu'on tricote des laines de marque commerciale, des laines plus abordables, que
elles sont de moins bonne qualité. Parfois, elles sont au contraire beaucoup plus adaptées au projet en fonction de la composition du fil, de la structure du fil, voilà. Et puis tout simplement, c'est une question de budget, c'est une question d'envie, c'est pas du tout le même genre de fil et de travail. Donc c'est pas un critère de qualité, c'est plutôt un critère de différence en fait. C'est juste que parfois c'est pas du tout adapté. J'aimerais pas tricoter ça dans un fil d'un main, parce que déjà il faudrait que je trouve un teinturier qui a un fil végétal, un fil d'été qui soit un mélange, parce que le pur lin ça n'irait pas, le pur coton pas forcément non plus. C'est assez rare d'en trouver, et c'est normal parce que les fournisseurs voilà, quand vous allez prendre une laine, quand vous êtes teinturier indépendant, vous pouvez pas tellement vous permettre de faire des fils avec des compositions un peu extravagantes, qui sont moins connues, qui représentent un sacré investissement à teindre et à acheter et à avoir en stock. Si après ça se vend pas, c'est dommage. Donc c'est normal qu'il y ait certaines catégories de fils qui soient prédominantes chez les teinturiers. Alors heureusement, il y en a des différents. Il y a des gens qui font des choses axées sur le non-superwash. Je pense à Maison Corlaine, normalement, qui a toute une gamme hyper complète, hyper originale sur le non-superwash. Vous avez... Oh, je viens de voir... D'ailleurs, si... The Woolly Skin vient de sortir un nouveau fil que j'ai commandé d'ailleurs. Je l'ai commandé, elle me l'a expédié il y a pas hier, je crois. The Woolly Skin, donc qui est une teinturière j'ai envie de dire qu'elle habite à Lyon, mais je ne suis pas sûre. Parce que je l'ai vue de visu à Lyon, et du coup dans ma tête je me dis, toutes les personnes que j'ai vues au Knit-It, vous habitez vers Lyon, c'est en fait. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, The Woolly Skin a sorti un nouveau fil qui s'appelle le fil Chickadee, qui est un mélange de... du coup je sais plus, j'ai acheté le truc et je ne sais plus. Je suis en train de... Désolée, mon cerveau se débranche. C'est un fil végétal, je ne sais plus si c'est coton-laine. Je pense que c'est un mélange coton-laine, je sais plus. Ou coton-lin. Je ne sais plus. Bref, un exemple. Vous avez By Stimone aussi qui a un fil pur coton. J'ai vu les aiguilles du hérisson que je viens de découvrir du coup grâce à Mélina in a Panda's World, qui a sorti un modèle dans une base lin teinte main du coup. Donc il y en a. Bien sûr qu'il y en a, mais c'est moins prédominant et c'est moins varié, donc parfois c'est juste plus adapté de taper dans des laines commerciales. Par contre, à chaque fois qu'on parle de ça, du prix de la laine et de la qualité de la laine, je me rends compte que les gens font un gros amalgame entre laine commerciale et acrylique. C'est pas parce qu'une laine elle est commerciale que c'est pas un fil naturel, en fait. C'est pas parce qu'un fil est naturel qu'il est cher. J'ai l'impression que les gens se disent que les fibres naturelles, que ce soit de la laine ou autre, ou de l'alpaga, ce que vous voulez, c'est forcément des fils teint main chers. Non, en fait, l'acrylique est pas forcément moins cher, au contraire. Quand on regarde des marques comme Fil d'Art, l'acrylique est... Enfin, je trouve que les laines Fil d'Art sont trop chères pour ce que c'est. C'est mon avis. Je trouve que c'est pas moins cher parce que c'est de l'acrylique. Au contraire, l'acrylique est parfois beaucoup plus cher que des fils naturels. De toute façon, dans un monde où la marque Holzgarn qui fait des pelotes de laine pure à 2€, de très bonne laine, alors certes c'est une laine rustique, hein, mais voilà, je pense que quand on vit dans ce monde-là, voilà, vous comprenez bien que c'est pas parce que la fibre est naturelle que elle est plus chère que de l'acrylique. Et du coup, il y a un espèce d'amalgame laine commerciale acrylique, et le débat est toujours dérivé vers l'acrylique, alors que c'est pas du tout le sujet, en fait, c'est juste... Des fois, il y a énormément de laine commerciale naturelle, en fait. Et alors je dis pas que l'acrylique, faut pas utiliser l'acrylique, ça a tout à fait sa place, ça a une grande utilité. J'aime pas porter moi de l'acrylique, donc j'ai pas tendance à aller vers ça, mais pour des couvertures, des choses comme ça, il y a des acryliques qui sont de bonne qualité, et il y a des gens pour qui ça convient mieux. Après, voilà, le débat écologique, machin, bon, que vous achetiez de l'acrylique ou que vous achetiez de la viscose ou de la laine mérino Australie qui vient de fermes qui pratiquent
le muesling ou mulesing, pas muesling, et des pelotes de laine qui passent on ne sait où, bon, l'impact écologique, on va dire, voilà. Mais voilà, c'est un autre débat, je pense que c'est à chacun de voir un petit peu ce qu'on fait, mais il faut pas considérer qu'une laine pas chère, c'est forcément de la mauvaise qualité, parce que aussi c'est forcément de l'acrylique. Déjà l'acrylique c'est pas forcément de mauvaise qualité, et non, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas une laine naturelle. Il y a plein de marques commerciales qui font des fibres naturelles avec des prix tout à fait raisonnables. Katia en fait partie, Fonty bien sûr. Alors Fonty, comme c'est une entreprise française, c'est peut-être moins cher que d'autres marques, mais c'est quand même tout à fait raisonnable. Voilà, vous avez Holzgarn, vous avez Filcolana, les laines islandaises, toute une énorme partie des laines filées en Angleterre, les marques, les fils Shetland, etc., tout ça, Rowan, voilà, il y a Drops aussi forcément, qui pousse le côté fibre naturelle pas chère vraiment à l'extrême. Donc voilà, faut pas... J'aimerais que quand on parle de fils abordables, on ne fasse pas nécessairement le lien avec l'acrylique, parce que ça n'a rien à voir, ce sont deux choses très différentes, que l'acrylique c'est une chose qui a une utilité, visiblement, qui est pas moins bonne qu'autre chose selon les critères, selon les goûts de chacun. Voilà, comme je vous dis, moi j'en utilise pas, et du coup je me dis que c'est aussi peut-être pour ça que et parfois, les gens pensent que j'utilise pas de laine commerciale parce que j'utilise pas d'acrylique, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Et tout voilà. Tout ça, ce sont des laines commerciales, des laines relativement abordables et qui sont pas forcément plus chères que de l'acrylique. Au contraire, comme je vous le dis, moi quand je vois les prix de certains fils acryliques, que ce soit chez Fil d'Art ou Bergère de France, je me dis c'est pas moins cher que que de prendre un fil naturel chez une autre marque commerciale. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie dans ce délire, mais c'est juste que voilà, je vois souvent ces questions de utiliser des fils abordables et toujours systématiquement, ça part vers l'acrylique. Non, c'est autre chose. Vous pouvez utiliser l'acrylique, bien sûr, et souvent c'est bien sûr que c'est moins cher que des laines teinte-main, mérino, cachemire, tout ce que vous voulez, yak, tout ça. Mais c'est pas les deux seules alternatives, en fait. Voilà, vous avez plein d'autres choses, y compris dans des fibres naturelles, qui sont disponibles à des gammes de prix tout à fait différentes. Voilà. Mais t'as dit que je faisais plus de grandes envolées lyriques comme ça, parce qu'à chaque fois les gens comprennent pas ce que je... Il y a toujours quelqu'un qui va... parce que je sais aussi que peut-être je me suis mal exprimée ou des choses comme ça, et en fait les raccourcis sont vite faits, et il y a toujours des incompréhensions totales. Mais bon bref, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire, qui est dans l'essentiel tricoter ce que vous voulez, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas le budget pour des laines à 25-30 € les chevaux, que 1, vous n'avez pas le droit de tricoter, et que 2, vous n'avez pas accès à des fibres naturelles, si c'est ce que vous voulez tricoter aussi, hein, bien sûr. Voilà. Du coup, sur ce, passons à un encours en laine teinte-main avec des plantes, histoire d'être à fond là-dedans, vous voyez. Il y a longtemps, beaucoup trop longtemps, j'ai écrit à Nathalie de By Night Dyes, donc By Night qui est une teinturière belge qui teint des laines avec des plantes, donc elle obtient des coloris naturels avec des plantes et des insectes, et enfin un insecte en l'occurrence, je sais pas, il y a autre chose que la cochenille pour teindre, sans doute, hein, mais je ne sais pas. Et j'aime beaucoup son travail, j'ai tricoté quelques-uns de ses fils, j'en ai quelques-uns en stock, et il y a plus d'un an, je crois, je lui avais demandé, j'avais envie de travailler avec elle sur un modèle de gilet. Donc Nathalie, si vous ne la connaissez pas, elle a un podcast aussi sur YouTube, c'est quelqu'un qui aime énormément
les gilets ouverts à col châle, qui aiment beaucoup les textures, surtout de la dentelle, ce genre de choses. Et j'avais envie de créer un gilet un petit peu dans cet esprit, avec sa laine, puisque du coup ça allait bien ensemble. Et du coup je lui avais écrit pour lui faire une proposition, pour lui montrer une idée, et lui demander si elle serait intéressée pour collaborer avec moi. Je pense que c'est la seule et unique fois où j'ai écrit à une... où j'ai demandé à une marque ou une teinturière pour une collaboration. Et elle a très gentiment dit oui, le modèle lui plaisait. Et du coup, on s'est mis d'accord pour utiliser, je voulais utiliser sa base Orion DK. Puisque c'est un mélange de BFL et de Massam non superwash. Donc c'est un fil que quelques teinturiers ont commencé à vendre surtout l'année dernière. C'est un fil d'entrée, si vous voulez, dans les fibres non superwash. Le BFL, c'est un mouton qui a une fibre qui drape beaucoup, qui est plutôt douce, hein, qui est un peu moins moelleuse que du mérino, le mérino australien classique, là, le mérino fin, mais qui reste quand même une fibre plutôt accessible, même si vous connaissez pas trop les fibres rustiques, dites rustiques. Le BFL, ça a un beau drapé, ça brille un petit peu, ça a une espèce de brillance un peu mate qui est très amusante. Et c'est mélangé à du Massam, qui est un mouton qui est un petit peu plus poilu. Et c'est un très 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 beau fil. Vous avez plusieurs teinturiers qui l'ont, vous avez des versions fingering, et Nathalie a aussi une version DK. Et moi j'aime beaucoup les fils comme ça, non superwash DK, parce que ils sont assez fins et légers en fait, surtout avec le BFL, voilà, ça apporte de la légèreté. Et c'est juste une 2 brins. Et en fait, on peut quand même le tricoter à un échantillon de DK, donc utiliser moins de fils, faire une plus grosse pièce, mais ça reste quand même assez frais et léger puisque le fil va gonfler. Et du coup, j'ai mis 20 ans à... c'est la seule fois où je demande la collaboration et où je mets aussi 20 000 ans avant de commencer. Donc voilà, j'ai dû décaler. Et en plus, comme c'est un peu un gilet, vraiment le gilet d'automne. Et du coup, je voulais le sortir fin août, début septembre pour vraiment lancer un petit peu la saison et que ça tombe bien. Parce que parfois, c'est dommage de sortir des modèles à une mauvaise période en termes de saisonnalité, même si forcément il y a des gens qui sont dans l'hémisphère sud, il y a des gens qui habitent dans des endroits où les températures ne changent pas au même rythme, mais comme Nathalie est en Belgique et moi en France, globalement nos communautés, ce gilet devrait plutôt avoir envie de le tricoter fin août, début septembre. Et du coup ça a repoussé jusqu'à cette année, mais ça y est, je me suis lancée. Et donc, je l'ai bien avancé quand même. Je l'ai bien avancé parce que j'ai un petit peu de mal à le lâcher. Cette porte qui grince, ça me rend folle. J'espère que... Je sais pas si vous l'entendez. Parce qu'il y a une texture dessus que j'aime beaucoup. Donc ça va être un gilet ouvert, à pan, avec un col un peu châle. J'ai pas encore décidé si vraiment je faisais un col châle parce que moi ça me va pas trop, mais ce sera facile de le faire. Épaules tombantes parce que je voulais que ça ait une forme un peu concon, un peu cocon, un peu concon, oui concon aussi, hein. Un peu cocon, confortable et que ça s'accommode bien de mes textures puisque... Alors comment je vais vous montrer ça? Voilà. Donc ça va être un gilet avec une texture asymétrique. Donc, voilà. Donc c'est un gilet qu'on commence en montant le dos. Donc on monte une épaule ici. Principalement, vous voyez, on a du point de blé. 2. Voilà, donc on forme une épaule avec quelques rangs raccourcis. Les rangs raccourcis sur du point de blé, il faut... Enfin, en fait, ça dépend de combien on en fait. Mais là, la séquence que j'ai dû suivre, en fait, il faut diminuer quand on résout les rangs raccourcis pour retomber sur le bon alignement.
Donc c'est ce qui se passe sur les épaules, mais bon, tout sera noté dans le patron. Et on fait l'autre épaule, et donc sur l'autre épaule, on commence ce panneau texturé, donc qui paraît beaucoup plus compliqué que ce qu'il ne l'est. Donc on a ici, vous avez un petit jeu, c'est tout simplement des doubles diminutions à gauche, ici, qui forment cette petite tresse. Là, vous avez le motif principal, disons, qui est un jeu de torsade, torse ici, sur des fausses torsades avec des jetés. En fait, vous savez, c'est quand vous passez une maille par-dessus les autres et que vous faites un jeté au milieu. Voilà. Et la troisième petite texture, c'est celle-ci, donc qui est une espèce de petite torsade ronde avec des noppes au milieu. Nos amis les noppes. Voilà. Alors, cette couleur est impossible. Impossible à montrer, c'est plus vert que ça, c'est un vert brun. Alors Nathalie m'a dit que c'était une erreur de teinture. Du coup, bon zut. Mais vous savez, la teinture avec les plantes, c'est toujours très... voilà, c'est vraiment... Les bains sont très différents, c'est très unique. Des fois, il se passe des choses absolument incroyables. Mais voilà, là, c'est un bain en air brun qui apparemment n'est pas sorti aussi vibrant que d'habitude. Mais c'est quand même plus vert que ce que vous voyez là. Hein. C'est vraiment... C'est un vert jaune, un peu amande, mais voilà, c'est plus vert que ça. Voilà, j'aime beaucoup comment la texture ressort. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais sur ce fil, le BFL Massam. C'est ça a un côté un peu duveteux. Les textures sont un peu floues, mais elles ressortent quand même très très bien. Voilà. Donc ça, c'est le dos. Vous avez une maille glissée au centre du dos. Donc j'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois, hein, parce que du coup, en fait, comme vous n'avez pas le même échantillon là que là, donc il faut pas les mêmes comptes mailles, c'était un petit peu compliqué d'avoir quelque chose d'équivalent en termes de... en largeur, alors que le nombre de mailles n'était pas du tout le même. Donc ça va être un plaisir à grader, mais je le sens tout de suite. Je sens tout de suite que je vais beaucoup m'amuser. Voilà. Et ensuite, on relève les devants. Donc on commence... alors moi j'ai commencé dans l'autre sens, justement parce qu'il fallait que je m'accommode des différents échantillons. Mais dans le patron, on va commencer par le devant droit, parce que la texture est à gauche. Hein, et parce que j'avais envie, c'est comme ça. On relève les mailles sur la bordure. Et pareil, on forme l'épaule avec quelques rangs raccourcis. Et ensuite, on vient, donc le devant droit qui va être complètement en point de blé, on vient augmenter doucement ici sur le devant. Puis, jusqu'en bas des emmanchures en fait. Hein. Puis, pareil, eh bien, on fait de l'autre côté. Et là, on fait le motif dans l'autre sens en fait. Donc dans le dos, ça va par là, et sur le devant, ça va par là. Ce qui fait que au niveau de l'épaule, on a les choses qui partent parfaitement à l'opposé. Voilà. Et donc pareil, sur le devant, on augmente petit à petit jusqu'à obtenir le nombre de mailles complet pour le devant. Et on tricote tout droit jusqu'à l'emmanchure. Et ensuite, eh bien, j'ai tout rassemblé, les deux devants et le dos sur les mêmes aiguilles. Et j'ai rejoint tout le corps. Je fais une fausse couture en maille torse ici, qui sera là sur le devant et que je continuerai sous la manche, normalement. Sauf si je change d'avis. Mais voilà, si je le passe pour vous montrer. Hop. Voilà. Alors, quand il n'y a pas le col, ça tombe un peu n'importe comment. Voilà un petit peu comment ça va tomber. Donc, si je tiens ça sans perdre mes aiguilles, mes mailles, par pitié. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Et donc,
à la fin, je vais tricoter une bande d'encolure en côte de 2. Voilà, tout du long derrière. Et je ferai mes manches tout en point de blé. Les manches seront entièrement en point de blé. Et du coup, voilà, vous avez ce côté asymétrique avec la texture et les 20 000 fils. Alors j'ai alterné les écheveaux, du coup j'ai 20 000 fils qui partent. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. La fausse couture ici. Voilà. Je suis très contente. J'espère vraiment que je vais réussir à le grader sans trop d'encombre. Ça devrait aller parce que le panneau en haut du corps, le panneau ne devrait pas trop changer en fait, puisque au niveau de la gradation des épaules, il n'y a pas non plus une si grande différence au niveau des épaules, et il faut pas que les pulls à épaules tombantes, j'en tricote beaucoup parce que j'aime bien ça, et du coup j'essaie à chaque fois j'essaie d'améliorer ma gradation à ce niveau-là, et j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris dessus en fonction de ce qu'il fallait faire, et j'essaie de toujours faire tomber l'épaule à peu près au même niveau. Il y a pas une si grosse différence que ça en largeur d'épaule d'une taille à l'autre. C'est pas parce que vous avez un plus grand tour de poitrine que vous avez les épaules proportionnellement aussi grandes en fait. Et du coup, le panneau restera le même parce que vous n'allez pas avoir besoin d'une épaule plus longue, donc le panneau tel quel, il restera sensiblement le même, donc ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. Le seul truc, c'est que au niveau de la poitrine, vous savez que j'aime bien maintenant, alors c'est assez récent, mais j'essaie, dès que c'est possible, d'incorporer des pinces poitrine. D'ailleurs, je l'ai pas dit, sur Uno, il y en a pas parce que... j'ai oublié de le dire. Sur Uno, il y en a pas parce que forcément, comme c'est réversible, bah, vous avez pas de... il n'y a pas de devant. Mais si vous décidez que vous voulez forcément porter Uno que d'un seul côté, et que vous avez le problème que vos pulls et vos hauts remontent tout le temps parce qu'ils sont tirés par votre poitrine, voilà, il faut que vous forciez à décider quel côté du débardeur sera le devant, et à ce moment-là vous pouvez tout à fait me contacter et me demander, et je vous enverrai les calculs pour faire des rangs raccourcis si vous voulez. Voilà, mais il faut élire un devant en fait, et du coup ça ne marche pas avec le côté réversible. Après voilà, vous pouvez le tricoter plus long aussi, et essayer de voir ce qui vous va comme ça, si vous voulez quand même qu'il soit réversible. Mais bon, voilà, c'est un petit peu le principe, c'est de pas avoir de devant. Du coup, bah, ça ne marche pas. Là, pour faire des rangs raccourcis, pour rajouter de la longueur sur le devant, pour éviter que ça remonte trop, ce qui est quelque chose qui arrive, qui est normal avec cette forme, il faut que ça remonte un petit peu, mais pas non plus trop. Et du coup, il faut faire quelques rangs raccourcis, sauf que, comme je vous l'ai dit, les rangs raccourcis sur le point de blé, soit il faut que vous ayez parfaitement le bon échantillon en rang, que vous ne modifiez pas les longueurs, et ça n'arrivera jamais. Donc ce n'est pas trop possible de faire des pinces poitrine à ce niveau-là, parce que sinon, en fait, vous allez... en fait, il faudrait diminuer ensuite dans le point de blé. Donc en fait, on rajouterait de la matière pour la poitrine, tout en diminuant, donc en enlevant de la matière, pour maintenir le point de blé. Du coup, ça ne marche pas, c'est idiot. Du coup, je mettrai dans le patron des rangs raccourcis en bas du gilet, juste avant les côtes. Il faudra faire une petite manip pour juste allonger les deux devant. Et donc, ce modèle devrait normalement, sauf problème, être compatible avec ce système pour les gens qui aiment pas que les gilets remontent trop. Ce gilet, ça devrait fonctionner pour ça. Voilà. C'est pas compatible pour tous les modèles malheureusement, ni non, j'ai essayé, hein. je me suis pris la tête, ça ne marche pas. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué, mais là ça va être le cas, donc ça me fait plaisir. Et
Et je suis très contente. Et j'essaie vraiment de... J'ai un peu la pression parce que voilà, je voulais vraiment que le gilet soit approprié à quel point j'aime beaucoup à quel point j'aime... Je parle pas français, Audrey. À quel point j'aime le travail de Nathalie. Et voilà, donc le modèle, elle me dit qu'il lui plaît, donc ça me fait plaisir. Et voilà, donc normalement je devrais réussir à le finir assez tôt, et il est prévu pour fin août, pour lancer l'automne. Dis-je, alors qu'on vient tout juste de commencer à avoir des températures estivales. Mais voilà, donc c'est tout pour cet épisode. Je pense que j'ai tout dit, oui. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Normalement, je vous retrouve dans pas trop longtemps, début juillet. Et voilà, passez une très belle journée, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt. Salut!